Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir, en particulier si nous ne sortons pas. Voilà un diable de paradoxe. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler encore une fois de la langue française et des dictionnaires. Vous savez, c'est ce gros livre un peu poussiéreux qui végète dans vos placards ou parfois dans vos bibliothèques. Mais il est temps de les ressortir. Il est temps de les ressortir. Alors, un petit point d'abord sur la langue française. Vous savez tous que la langue française que nous parlons et que nous écrivons actuellement, elle vient du latin et du grec, ce sont nos origines. Alors on est passé du latin à l'ancien français, au moyen français et au français contemporain, au français moderne que nous parlons aujourd'hui. Et dans un siècle, il est fort à parier que ce français qu'on appelle contemporain aura une autre appellation parce que la langue française est vivante. Alors, pour revenir au latin et à l'avènement du français, au début de la langue française, il faut retenir deux dates très importantes. Alors, c'est 1539 et 1549. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en 1539, il y a une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui stipule qu'à partir de cette date, tout ouvrage de droit devra être écrit en français. Et ça a une importance capitale, parce que si les textes législatifs étaient réservés aux érudits, aux savants et aux clercs, eh bien, avec cette ordonnance, le français va pouvoir être lu par tout le monde. Donc, il va devenir populaire. Et les personnes qui vont apprendre et comprendre cette langue vont pouvoir comprendre les textes de loi. Autre date très importante, c'est en 1549. Il y a un auteur que vous connaissez tous au moins de nom, qui s'appelle Joachim du Bellay et qui a écrit Les Regrets, entre autres, et le poème Heureux qui comme Ulysse. Eh bien, cet auteur-là décide d'écrire un ouvrage qui s'intitule Défense et illustration de la langue française. Et que nous dit-il dans cet ouvrage? Eh bien, il nous dit qu'il est temps d'avoir un français pour tout le monde. Un français qui va fédérer toutes les régions de France, un français qui va pouvoir être lu et écrit, et surtout enrichi, et qui va être forcément en rupture avec le latin. Alors, il n'est pas question de renier le latin et le grec, mais ce qui est intéressant, c'est que le français va devoir devenir une langue populaire, une langue que tout le monde pourra parler. Donc, à partir de 1549, les humanistes vont poursuivre le projet de Joachim du Bellay et la langue française va s'étendre au plus grand nombre. Un auteur comme Ambroise Paré d'ailleurs, qui est un très grand chirurgien, va écrire le premier ouvrage de médecine en 1561. Et d'autres ouvrages vont être écrits ensuite dans cette même langue que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour revenir au dictionnaire, eh bien, la date de 1539, qui correspond à la parution de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, correspond également au premier dictionnaire français-latin, latin-français. Et c'est le dictionnaire de Robert Estienne. Alors Robert Estienne, donc, crée un dictionnaire où on va pouvoir, justement, traduire du latin au français. Il faut attendre 1606 pour que Jean Nicot écrive ce qu'on appelle les Trésors de langue française, qui est également un ouvrage français-latin, latin-français, mais qui l'a davantage peaufiné. Et notre premier vrai dictionnaire français unilingue, comme on dit, eh bien, il date de 1680. Et il a été écrit par Pierre Richelet. Ensuite va venir en 1690 l'ouvrage d'Antoine Furetière. Et en 1694, une date également importante, puisque c'est le premier dictionnaire de l'Académie française. Il faut donc attendre encore quelques années, presque un siècle, pas tout à fait, pour que deux personnes érudites et très connues, qui sont Diderot et d'Alembert, ces personnes-là vont porter un projet ambitieux. Et ce projet-là, c'est la création de l'encyclopédie. Eh bien, l'encyclopédie va être créée sur une période de 20 ans à peu près, entre 1750 et 1770.
Ils sont donc Diderot et d'Alembert qui chapeautent ce projet. Et bien évidemment, de nombreux savants, érudits et spécialistes des matières vont les suivre et écrire des articles et des ouvrages. Donc il faut quand même attendre un certain nombre d'années. Il faut arriver au siècle des Lumières pour qu'on ait donc l'apparition de cette grande encyclopédie qui fait plus d'une vingtaine de volumes. D'ailleurs, l'encyclopédie s'intitule également le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Voilà pour la petite histoire sur les dictionnaires et sur la parution de l'encyclopédie. Alors moi aujourd'hui j'ai un petit exercice sympathique à vous faire, que je pratique depuis bon nombre d'années. Eh bien c'est l'utilisation du dictionnaire et surtout la recherche d'un vocabulaire qu'on n'a pas choisi et que l'on va découvrir. Alors comment on doit procéder? Eh bien c'est très simple. Vous prenez un dictionnaire, il y en a sûrement un quelque part chez vous, et vous l'ouvrez à n'importe quelle page, et vous cherchez sur la double page un mot que vous ne connaissez pas, et vous allez être surpris ou surprise, parce que vous allez apercevoir que très souvent, sur cette double page simplement, il y a un mot que vous ne connaissez pas. Alors si vous les connaissez tous, bravo, ben vous cherchez à d'autres pages. Vous faites ça 3 fois, la dose homéopathique, vous allez voir. Vous faites ça 3 fois, vous cherchez 3 mots. Bien sûr, l'avantage du dictionnaire, c'est qu'il y a des étymologies, il y a des explications, parfois des expressions. Vous prenez le temps, et une fois que vous avez appris et compris ce mot, vous prenez un carnet, un répertoire, et vous écrivez, vous consignez ce mot dans ce carnet. Et ainsi, si vous faites ce travail régulièrement, sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, calculez, c'est vite fait, 3 mots par semaine, fois 52, ça vous fait 156 mots nouveaux dans une année. Vous le multipliez par un nombre d'années et vous allez devenir des pros du vocabulaire. Bien, alors, avant de vous parler des 2 ouvrages que j'ai sélectionnés aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer qu'il existe bon nombre de dictionnaires divers et variés, et ça vaut vraiment le coup, et déjà parce que c'est un objet toujours appréciable. Alors, ils sont sur ma table et je vais vous les présenter. J'enlève le petit matériel. Les voici. Alors, vous avez par exemple le dictionnaire des symboles, c'est pas mal. On y apprend beaucoup de choses sur les mythes, les rêves, les gestes, les coutumes, les couleurs. Par exemple, le dictionnaire des difficultés de la langue française, alors là, c'est un peu pour les spécialistes. Le dictionnaire des synonymes, c'est bien aussi. On en a besoin, il y en a beaucoup en français. Alors, je vous ai parlé l'autre jour du Gradus, le dictionnaire des procédés littéraires, des figures de style. Alors, vous avez les incontournables Petit Robert, Robert 1 et Robert 2, ça ce sont les miens. Il y en a qui préfèrent le Larousse, alors chacun son choix. Dans le Larousse, ce qui est bien, c'est qu'il y a des planches qui sont illustrées. Là, par exemple, moi j'ai un dictionnaire des stations françaises, puis j'en ai d'autres, le dictionnaire des grands écrivains. Un qui est vraiment super, c'est le dictionnaire visuel. Alors là, il est très très bien fait, parce que vous l'ouvrez, vous avez un objet, et on va vous donner toutes les parties de cet objet. Là, vous voyez, j'ai un coquillage, et voilà, je peux apprendre plein de choses, l'aspire, coulemelle, ombilique, enfin. Voilà, là c'est le cheval, et vous voyez, simplement pour le cheval, on a des tas de flèches et des tas de mots qui se rapportent au cheval. Ensuite, il existe le dictionnaire des expressions et l'élocution, de l'étymologie, bien sûr, des difficultés. Et là, j'ai un très vieil ouvrage aussi, vous voyez, qui date de 1840. Voilà, et ça, c'est parce que je suis un amateur de dictionnaire, comme vous l'avez pu le remarquer. Voilà, ça c'est pour la partie dictionnaire. Ensuite, j'ai l'habitude maintenant dans mes vidéos de vous présenter des ouvrages. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 2 ouvrages. J'ai choisi donc les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, parce que là on est dans le domaine du fantastique, et c'est vraiment très bien écrit, encore une fois, ça a été traduit d'ailleurs par Charles Baudelaire, au passage, et vous avez plein de petites histoires, comme par exemple Double attentat de la rue Morgue, qui est un des premiers récits de science-fiction, qui est vraiment formidable, le Scarabée d'or, enfin la lettre, plein de petites nouvelles, ça vaut le coup. Et puis j'ai choisi également un ouvrage qui me plaît beaucoup, alors là qui a été écrit magnifiquement, c'est L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Alors l'élégance du hérisson, c'est l'histoire d'une concierge un peu aigrie d'une 50aine d'années qui vit toute seule
et qui en fait est passionné par la lecture, par la philosophie, et qui se cache dans dans sa loge et, pour lire. Et donc elle va rencontrer une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Paloma. Et Paloma, qui on peut dire qui est une surdouée, va comprendre que cette concierge cache beaucoup de choses et est une femme extraordinaire. Voilà, donc aujourd'hui, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe et l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Voilà, je vous laisse avec vos dictionnaires. J'espère que vous allez faire le petit exercice. Vous allez voir, il est pas mal à faire. Et si vous êtes assidu, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, bah, vous le savez, hein, je vous souhaite force, courage, détermination en cette période délicate. Cultivez-vous, vous lisez, et vous allez voir, le temps passera plus vite. Puis voilà, hein, moi j'ai toujours mon petit monsieur costaud avec moi. On garde le moral, on lâche rien. Voilà, à bientôt, à demain pour d'autres aventures.